Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de livres. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ce type de vidéo avant parce que les livres c'est un peu... comment dire... disons que j'en achète plus que je n'en lis, même si j'en lis beaucoup. Parce qu'en fait la majorité de ce que je lis c'est dans le cadre de mes études ou dans des centres d'intérêt qui me permettent d'approfondir mes connaissances en fait, tout simplement. Vous allez le voir là, j'ai pas de roman, je lis pas de roman. J'ai lu une BD, deux volumes d'une BD il y a quelques mois. Ça faisait des années que j'avais pas lu une BD, tout ça, pour vous dire à quel point. Donc non, je lis pas beaucoup de fiction, c'est très rare. Mais du coup, je vais vous présenter aujourd'hui des livres qui parlent d'Ayurveda, qui parlent d'astrologie et un peu de médecine. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai terminé, alors on dirait que je fais du deal, n'est-ce pas? C'est un livre qui est, c'est parce qu'il est un peu vieux et qu'il s'effrite de partout, je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros du coup je l'ai transporté dans une pochette plastique parce que j'étais en voyage, parce que là je ne suis pas actuellement à Poitiers, mais du coup je l'ai terminé il y a plusieurs mois, et c'est donc Magie et médecine du docteur Filiosa. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion puisqu'il n'est plus du tout édité, donc on ne peut pas le trouver neuf. J'ai eu du mal à le trouver d'occasion, je vous avouerai. Il était très cher et j'ai eu sur eBay une occasion où je l'ai eu pour vraiment pas grand chose. Donc le docteur Jean Filiosa, c'est un médecin qui a été pratiqué dans les années 30-40 et qui était aussi un sanskritiste, donc quelqu'un qui a étudié le sanskrit, mais pas seulement, il a étudié d'autres langues, notamment asiatiques, anciennes. Et du coup, il a pas mal axé son travail sur l'étude des textes indiens. Et donc ce livre-là, il parle en gros de la pratique de la magie dans la médecine et de la pratique de la médecine dans la magie. Dans le sens où il va parler de plusieurs populations qui utilisent des rituels, des incantations, des pratiques qui pourraient être limite borderline entre la magie et la médecine. Et en fait, j'avais commencé à le feuilleter parce que ma professeure d'Ayurveda, j'ai fait une école d'Ayurveda pendant 3 ans, et ma professeure avait ce livre dans sa bibliothèque et j'ai commencé à le feuilleter. Et j'ai trouvé qu'il parlait d'Ayurveda, qu'il parlait de médecine chinoise, et je me suis dit ça a l'air super intéressant. Donc je me le suis procuré. Et c'est vrai, ce qui est bien, c'est qu'il fait beaucoup de croisements entre ces différentes médecines. Il parle beaucoup de l'Ayurveda en disant que c'est vraiment une des médecines les plus complètes dans ce qui est les médecines ancestrales, tout comme la médecine chinoise d'ailleurs. Donc j'ai apprécié ça, j'ai apprécié le fait que du point de vue d'un Français qui étudie ces cultures-là et qui en plus est médecin, il reconnaît l'efficacité et la complexité du système de l'Ayurveda, parce que c'est une médecine, c'est une science, c'est vraiment très complet. Ce qui m'a moins plu, c'est j'ai trouvé que ça faisait plutôt travail, comment dire, ça allait pas suffisamment en profondeur pour moi, et surtout une des premières choses que j'aurais aimé, c'est d'avoir la définition de magie pour lui, parce que quand il dit que des mantras c'est de la magie, oui, on peut dire que c'est de la magie, mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui en fait? Et c'est ça qui m'a un peu manqué, parce que du coup ils ont tendance à dire oui, là ça part. C'est quasiment toutes ces pratiques-là, c'est vraiment que de la magie, en parlant par exemple de chamanisme ou d'autres pratiques. Alors que, par exemple, l'Ayurveda, ils vont dire il y a une partie très pragmatique, très médecine. Et je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'il y avait... il manquait, je trouve, des définitions. Donc le mot magie, le mot médecine, qu'est-ce qui est pragmatique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hormis ça, c'est un bon livre que j'ai trouvé... oui, c'est intéressant, surtout historiquement, je trouve. Après, c'est pas un livre instructif en termes médicaux, on va rien apprendre sur la médecine. Éventuellement, vous allez avoir quelques petites notions d'Ayurveda, mais alors très très léger, parce que c'est pas le but du livre. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, donc Magie et médecine du docteur Jean Filiosa. Et puis, il est assez rapide à lire, c'est un petit livre, voilà. Ensuite, on va continuer avec de l'Ayurveda. Je me suis dit que j'allais me lancer dans les classiques, entre guillemets, pas les textes classiques, parce que les textes classiques, j'ai commencé déjà à les étudier, mais les grands noms de l'Ayurveda actuel, on va dire, puisque je m'intéresse beaucoup notamment au travail du docteur Vasant Lad.
Je suis quelques-uns de ses cours, notamment sur Internet. J'aime beaucoup son approche et du coup, je vais acheter son livre qui est Ayurveda, Science of Self-Healing. Donc celui-là, il est en anglais, mais il existe en français. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, en description. Et donc, c'est une sorte d'introduction à l'Ayurveda. Il va parler des 5 éléments, des constitutions, des gunas, donc les qualités, les 20 qualités, sur lesquelles je vous ferai une vidéo d'ailleurs. Il va présenter certaines philosophies védiques. Il parle un petit peu du panchakarma, comment ça se passe, comment les aliments se transforment ensuite en nutriments pour nourrir le corps. Et il parle un petit peu de tous les types de diagnostics qu'on utilise en Ayurveda, donc que ce soit le pouls, la langue, le visage, les yeux, les ongles. Et pour moi, du coup, c'était une lecture assez relaxante dans le sens où je connais déjà toutes ces informations-là. Mais j'ai trouvé intéressant d'avoir son point de vue à lui. Et du coup, je lisais ça le soir avant d'aller me coucher, en gros. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de schémas dedans, notamment pour le diagnostic des yeux, le diagnostic de la langue. Vous avez même une description des aliments, donc par type, leurs effets sur les doshas, il me semble, oui. Donc tous les fruits, les légumes, les céréales, les aliments qui viennent des animaux et tout ça. On parle un petit peu du jeûne, enfin c'est vraiment il y a un peu de yoga même. Je me rappelais plus de cette partie-là, il y a du yoga. Et à la fin, il y a un petit peu de phytothérapie, donc la thérapie par les plantes et même par les cristaux, donc lapis-lazuli, toutes les pierres diverses et variées. Et du coup, j'ai trouvé que c'est un petit livre, hein, c'est vraiment une introduction, mais ça couvre vraiment quasiment tous les aspects de l'Ayurveda. Il parle très très brièvement d'astrologie védique, juste pour le mentionner. Mais du coup, je pense que c'est un très très bon livre pour commencer, pour s'y sensibiliser, pour voir si ça peut vous plaire éventuellement d'aller ensuite plus loin. Et pour les personnes qui connaissent déjà, ça peut être un bon point de vue différent. Et en général, le travail de Vasant Lad est vraiment qualitatif. Et vous allez le voir, j'ai un autre livre de lui que je vais vous présenter juste après. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre livre introductif dans le même genre que je voulais m'acheter, qui est du docteur Vinod Verma. C'est une docteure indienne qui a fait ses études d'abord dans la sphère de la chimie, il me semble, la chimie moderne, classique, et elle les a fait en Europe et aux États-Unis, si je me souviens bien, en Allemagne, France et aux États-Unis. Et ensuite, elle est revenue vers ses bases familiales qui étaient l'Ayurveda. Et j'ai voulu acheter son livre parce que j'ai failli partir en Inde. Je devais être en Inde là, le mois dernier, mais avec tout ce qui s'est passé, les restrictions de voyage, je n'ai pas pu y aller. Et c'était la personne qui était censée être... je devais la rencontrer en fait. Ce qui fait que je me suis dit que j'allais acheter un de ses livres, tant qu'à ne pas pouvoir aller en Inde. Et celui-ci, ça va pas être une introduction globale sur l'Ayurveda. Elle en a fait un. Je vais essayer de vous retrouver le nom et je vous le mettrai juste là. Mais celui que j'ai acheté, donc c'est Ayurveda for Life. Pareil, et là il est en anglais, mais il existe en français. Et le sous-titre, c'est donc Nutrition, énergie sexuelle et healing, donc toutes les formes de soins autres que physiques. C'est un très bon livre. C'est pareil, j'ai beaucoup aimé son approche, le fait que ce soit une femme aussi qui écrive, parce que bon, il faut savoir que la plupart des textes ont été écrits par des hommes. Que la plupart des livres actuels sont écrits par des hommes. Et là, c'est une femme qui écrit, c'est une femme qui en plus a un passé de scientifique, entre guillemets, même si pour moi, c'est pas nécessaire dans le sens où je vais pas me baser là-dessus forcément pour choisir qui je vais écouter ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé en lisant sa biographie, et elle parle un petit peu d'elle dans son livre, donc j'ai beaucoup aimé son approche et son histoire. Donc elle revient très très rapidement sur les bases de l'Ayurveda comme les 3 doshas et tout ça, mais c'est pas le but de ce livre-là. Ce livre-là, il décrit vraiment l'alimentation, donc elle va décrire chaque type d'aliment, les effets sur le corps et tout ça, les herbes, les épices, le fait d'être végétarien,
puisque elle-même est végétarienne et elle explique donc pourquoi elle a fait ce choix-là. Elle explique le fait que l'Ayurveda n'oblige personne à être végétarien et au contraire, on peut utiliser des produits animaux pour rééquilibrer les doshas. Mais en gros, elle explique pourquoi elle l'est, qui est plutôt culturel et spirituel pour elle, de ce que j'ai compris. Et surtout, elle donne des recettes. Il y a plusieurs recettes de préparation, donc c'est clairement plus indien. Mais j'ai aimé lire ça. Après, moi, je suis pas trop en recherche de recettes précises. Jusqu'à présent, ça m'interpelle pas, mais ce que j'aime bien, c'est m'inspirer de certaines associations d'aliments auxquelles j'aurais pas pensé, ou des épices. Donc c'était intéressant. Elle apprend les trucs de base comme le ghee, comment on appelle ça, les chapatis, les nanes et tout ça. Ensuite, la deuxième partie donc, est sur l'énergie sexuelle. Et donc là, c'est toute une partie qui va expliquer les différents aphrodisiaques selon l'Ayurveda. Qu'est-ce que ça veut dire un aphrodisiaque? Parce qu'il y a différents types d'aphrodisiaques. Il y a ceux qui vont augmenter le désir sexuel ou ceux qui vont augmenter la production de liquide séminal chez l'homme et de sécrétion chez la femme. Du coup, elle parle un petit peu de ces sujets-là. Et là, donc, c'est purement quelle alimentation manger pour avoir une meilleure libido, avoir une meilleure forme, une meilleure énergie de manière générale. Et aussi des plantes, des épices. Mais elle parle aussi du rapport entre l'esprit, manas, le corps et la spiritualité dans l'activité sexuelle. Le fait que c'est un acte sacré. Et elle parle un petit peu de quelques notions de tantra. Et je trouvais ça assez intéressant. Ça ne va pas beaucoup en profondeur non plus. C'est vraiment c'est une introduction pour moi sur le sujet. Mais c'était chouette. En fait, j'aimais bien le fait qu'elle associe ces trois notions-là. Donc la nutrition, l'activité sexuelle et le fait de soigner par des techniques autres que physiques. Et donc la troisième partie, c'est ça, elle parle des mantras, elle parle des prières, des incantations à faire aux doshas, aux dieux des doshas. Bon, pour nous, ça peut paraître un petit peu absurde et inadapté parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est dans la culture indienne, et même pas que dans la culture indienne en fait, puisque dans l'Antiquité, on vénérait les dieux quand on était malade, quand on avait des soucis dans la vie en général. Donc elle parle de ça, elle parle un petit peu des chakras, elle parle un petit peu de pranayama, donc les exercices respiratoires. Et donc voilà, c'était une bonne lecture aussi, plutôt relaxante pour moi, parce que du coup je connaissais la plupart. Et une partie qui était très intéressante, je viens de le revoir, à la fin, elle parle de soigner l'esprit, donc soigner le mental, manas en Ayurveda. Et elle parle notamment des 4 axes qui font qu'on peut avoir un déséquilibre au niveau du mental. Et donc ces 4 axes sont donc le désir, la colère, l'attachement et l'envie, la jalousie, le fait de la possessivité. Et donc elle détaille un petit peu ça, donc c'est une partie qui était assez intéressante parce que moi c'est un sujet qui me plaît. Et elle parle très rapidement à la toute fin de soigner grâce à l'énergie sexuelle. Parce qu'il faut savoir, si vous connaissez un petit peu de tantra, je ne m'y connais pas énormément. J'ai lu un petit peu sur le sujet, mais je ne suis pas du tout spécialiste du tantra. Mais l'énergie sexuelle peut être utilisée à des fins spirituelles et à des fins aussi de soins du corps, de l'esprit, par l'abstinence, par des pratiques de respiration, mais pas que. Donc là, si vous voulez plus de détails, je vous conseille plutôt de vous tourner donc vers des ouvrages sur le tantra. Mais elle en parle très brièvement aussi dans son livre. Donc c'est pareil, c'était une bonne couverture sur plein de sujets qui tournent autour de l'Ayurveda. Donc je vous le recommande aussi. Ensuite, on va passer à un livre qui pour le coup va intéresser surtout les personnes qui étudient l'Ayurveda, puisque là c'est un livre qui est assez poussé. Et donc c'est le livre Ayurvedic Perspective on Selected Pathologies. Donc c'est un livre qui est malheureusement disponible qu'en anglais. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé en français. Donc si jamais vous le trouvez en français, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais moi je l'ai trouvé qu'en anglais. Et donc c'est un livre écrit, en fait c'est un recueil de plein d'articles d'un magazine d'Ayurveda américain qui a été écrit par Vasantlad. Et ils ont pris tous les articles les plus intéressants qui parlaient de pathologie, donc le fait de soigner les maladies, et ils en ont fait un livre.
Et ça faisait longtemps que je voulais avoir ce type d'ouvrage-là parce que je n'ai pas encore reçu les textes classiques qui traitent de ce sujet. J'en ai quelques-uns, mais pas suffisamment. Et surtout, il parle de noms de maladies en sanskrit, des maladies qui sont pas forcément, qu'on retrouve pas forcément aujourd'hui. Et nous, on va avoir une définition différente. C'est très flou ce que je dis, mais en gros, par exemple, le diabète, c'est considéré comme une maladie urinaire en Ayurveda. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail là dans cette vidéo, mais c'est eux comme ça qu'ils la classent. Après, bien sûr, ils ont conscience que c'est un problème de métabolisme et tout ça, mais eux, ils la classent dans les maladies urinaires, puisque c'est un des symptômes du diabète. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir une vision plus moderne, entre guillemets, des maladies modernes par quelqu'un qui a étudié l'Ayurveda traditionnel. Et donc, je suis en train de l'étudier parce que bon, c'est un bon livre, on va dire. Et surtout, j'ai pas envie de je le lis pas du début à la fin. En fait, je sélectionne les pathologies de temps en temps et j'étudie chaque pathologie une par une. Donc là, je tombe par exemple sur l'anémie et il y a toute une partie sur l'anémie. Ce que j'aime beaucoup avec Vasanthlad toujours, c'est qu'il y a des schémas. Il parle de marmathérapie, il parle de yoga, il parle de plantes. Ce qui, moi, me gêne, mais là, c'est vraiment pas de sa faute, c'est un problème pour moi qui est général, c'est que la plupart des mélanges de plantes qu'il propose ne sont pas disponibles en France. On est obligé de les importer d'Inde, et même comme ça, c'est très compliqué à trouver. Donc il a la chance d'avoir son institut au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, où ils font eux-mêmes pousser leurs plantes, où ils en importent une partie, je sais plus, mais il me semble qu'ils font aussi pousser leurs plantes, et ils font eux-mêmes leurs mélanges. Donc ils ont des mélanges personnalisés presque là-bas, puisqu'ils ont, ils ont toute une équipe et ils ont le matériel nécessaire pour ça. Ce qui n'est pas le cas de nous praticiens en France, puisque du coup, à part des sites internet sur lesquels on peut se procurer des plantes, c'est très très compliqué. Donc moi, je savais que ça n'allait pas être le but de ce livre-là. Moi, l'intérêt de ce livre, c'est de comprendre la physiopathologie, donc comment l'Ayurveda décrit les maladies. Parce que je les ai étudiées en médecine, parce que j'ai fait 3 ans d'études de médecine en faculté. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue de l'Ayurveda sur la question. Ça me permet moi de faire des liens, ça me permet d'aller beaucoup plus en profondeur que les cours que j'ai reçus à l'école, parce que j'ai étudié certaines pathologies aussi dans mon école d'Ayurveda. Mais ce livre-là me permet vraiment d'aller plus en profondeur et je ne regrette pas de l'avoir acheté du tout. Et oui, donc ces 3 livres-là que je vous ai présentés au début, donc c'est des livres que j'ai trouvés d'occasion donc pour quasiment rien. Je crois que c'était 2 ou 3 dollars chacun. Non, le Magie et Médecine, je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 13 €. Mais sinon, c'est vraiment très abordable parce que vous les trouvez d'occasion très facilement. Celui-là, vous le trouvez que neuf et il m'a coûté donc 30 $. Donc à peu près 28 €, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce livre-là. Donc ensuite, les livres que je vais vous présenter donc, ce ne sont pas des livres matériels, physiques, puisque du coup c'est sur la tablette que je lis beaucoup. Avant c'était sur le téléphone, mais là j'ai investi parce que c'était vraiment temps, j'en ai besoin aussi pour vous faire toutes les illustrations que vous voyez sur Instagram notamment. Je m'en sers énormément et c'est vraiment très pratique pour tout ce qui est livres numériques. Et donc je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai achetés ou que j'ai sur la tablette parce que ça ne ferait aucun sens et il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lus. Mais je vais vous parler de ce livre-là. Donc le premier livre, c'est donc un livre d'astrologie qui s'appelle Chart Interpretation Handbook. Donc c'est un livre d'interprétation des cartes du ciel, donc le cosmogramme. Guide pour comprendre les essentiels d'une carte du ciel de Stephen Arroyo. Et je suis un peu sélective dans mes livres sur l'astrologie parce qu'il y a beaucoup de tout et de n'importe quoi. Surtout quand on cherche en anglais, là on a une profusion d'auteurs qui écrivent sur l'astrologie. Et moi ce qui m'intéresse c'est l'astrologie hermétique, l'astrologie traditionnelle, ancestrale en fait. Du coup, j'ai cherché pendant pas mal de temps et je suis tombée sur cet auteur plusieurs fois. Nous avons été coupés. Du coup, je disais que j'ai lu un petit peu de commentaires sur l'auteur
et que même s'il ne se qualifie pas comme hermétiste ou comme astrologue ancestral ou quoi que ce soit, donc il avait une vision qui pour moi était globale et qui revenait à l'essentiel, donc sont les 4 éléments. Si jamais vous ne connaissez pas l'astrologie et que vous voulez vous y mettre, je ne vous conseille pas ce livre. Vous ne devriez pas en fait commencer par apprendre l'interprétation astrologique selon moi. Il y a plus d'essentiel à savoir et notamment les 4 éléments. Et il a écrit un livre dessus qui s'appelle Astrologie, psychologie et les 4 éléments que je n'ai pas encore lu parce qu'il n'était pas disponible en version numérique. Mais en gros, c'est plus, il va vraiment être, son livre est axé sur les 4 éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air, et décrire chaque élément pour comprendre vraiment ce qu'ils impliquent, ce qui est essentiel. Si on ne comprend pas ces 4 éléments-là, on ne peut pas ensuite comprendre l'astrologie de manière générale. Comme en Ayurveda, si on ne comprend pas les 5 éléments, on ne peut pas comprendre ensuite les doshas et tout ce qui s'ensuit. Mais donc moi je me suis procuré ce livre parce que je suis des cours sur internet d'astrologie. J'ai un professeur, j'ai lu beaucoup sur l'astrologie et j'ai d'autres livres qui sont vraiment bien mais je les ai pas ici, ils sont en France. Donc je vous referai peut-être une vidéo d'ici quelques semaines ou quelques mois sur d'autres livres. Mais ce livre est bien parce que c'est vraiment une synthèse de comment interpréter chaque planète dans chaque signe et dans chaque élément. Donc qu'est-ce qui se passe quand Mercure se trouve dans un signe d'air ou dans un signe de feu? Qu'est-ce qui se passe quand Vénus se trouve en Balance, en Verseau, en Capricorne, etc. Et donc là, je l'étudie en fait. Je ne le fais pas que le lire, je prends des notes, je fais des fiches. Et en fait, ce que j'aime, c'est... Je connais la plupart des principes qui sont décrits, parce que je connais les planètes, je connais les signes. Mais ce que j'aime, c'est à chaque auteur va avoir une façon différente de les décrire et de décrire leurs interactions. Du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir ce point de vue-là. Donc j'ai fait l'acquisition de ce livre. Mais encore une fois, si vous n'avez aucune notion d'astrologie, je ne vous recommande pas de prendre ce livre ou quelconque livre d'interprétation parce qu'il y a toute une philosophie derrière l'astrologie, il y a toute une histoire à connaître. Et si on ne comprend pas certaines notions, le fait que par exemple l'astrologie doit être étudié en parallèle de la philosophie, doit être étudié en parallèle de plein d'autres disciplines, on peut passer à côté de plein de choses et la transformer en une discipline un petit peu mécanique, un petit peu analytique, où on va dire « Ah, bah quand telle planète est dans tel signe, ça veut dire ça ». C'est absolument pas le cas. L'astrologie a une part d'analyse et de connaissance qui est énorme. C'est une science ça prend des années et des dizaines d'années à apprendre, mais il y a aussi une énorme part intuitive dans l'astrologie et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, le disclaimer est fait. Si jamais vous connaissez un peu l'astrologie, ça peut être un bon livre, mais sinon je ne vous le recommande pas spécialement. Mais voilà, ça reste un livre très intéressant et que j'aime beaucoup étudier. Ensuite, les livres que je vais vous mentionner juste là, c'est des livres qui sont encore moins matériels qu'ici, puisque je les ai même pas là sous les yeux, c'est surtout sur l'ordinateur que je les ai. J'étudie le corpus hippocratique, qui est un ensemble de textes qu'on attribue à Hippocrate, mais qui sont en réalité probablement écrits par différents auteurs à différentes périodes, parce que je m'intéresse beaucoup à la médecine grecque, ancestrale. Et du coup, je me suis dit que c'était la meilleure manière de l'aborder, donc par les textes hippocratiques. Et donc ce sont des textes qui peuvent être assez compliqués à lire parce que c'est des traductions parfois très anciennes. J'ai eu un de mes textes, je crois que ça datait du 15e, 16e siècle, enfin c'était assez vieux. Donc ça peut être des tournures de phrases un peu compliquées. Et surtout c'est traduit du grec, donc vous pouvez trouver des traductions très différentes. Cependant, ils étaient disponibles déjà dans ma médiathèque à Poitiers et en plus on peut en trouver quelques-uns sur internet si on cherche bien. Donc là j'ai étudié plusieurs textes dont Les airs, les eaux et les lieux, qui est le premier texte que j'ai étudié. C'était très intéressant parce que ça parlait de l'importance donc de l'air, du climat, des saisons, de la qualité de l'eau et des types d'endroits dans lesquels on vit, donc soit la montagne, la mer, peu importe. Et surtout, j'ai pu faire moi beaucoup de liens avec l'Ayurveda. Hippocrate n'en parle pas dans son texte, mais moi j'ai fait beaucoup de liens par rapport aux 3 doshas, par rapport à ce qu'on peut en dire, donc c'était très intéressant. Ensuite, bien sûr, le serment d'Hippocrate, qui est un texte assez court, c'est même pas un livre, c'est quelques pages.
Les humeurs, donc j'ai été un peu déçue parce que je pensais que ça expliquerait vraiment les 4 humeurs, comme en Ayurveda on a Vata, Pitta et Kapha. En médecine grecque, on va avoir la bile jaune, on va avoir la bile noire, on va avoir le flegme et on va avoir le sang. Et donc ces 4 humeurs-là sont responsables de notre état de santé ou de maladie, un peu comme les 3 doshas en fait. Et là, il en parlait, mais pas très en profondeur. Donc je vais voir dans les autres textes, il va sûrement le décrire un peu plus. De l'art de la médecine, c'est un autre texte encore qui explique... c'est très intéressant parce que ça ne parle pas vraiment de médecine, mais ça parle de comment les gens à l'époque voyaient la médecine. Et c'est beaucoup une critique des médecins de l'époque. Donc on pourrait se dire, à l'époque d'Hippocrate, ils étaient tous bons, ils étaient tous comme lui, machin. Mais non, en fait, c'était pas le cas. La plupart des médecins avaient une manière soit trop religieuse, magique, en fait, d'aborder le corps humain. Donc ils enlevaient toute la partie scientifique et la partie pragmatique du corps. Ou alors, au contraire, ils commençaient à voir le corps comme une machine, en fait. Donc ce texte-là était surtout là-dessus. Et après, il y en a plein. J'ai une liste pour vous montrer un peu voilà, tous les textes du corpus hippocratique. C'est long et surtout la plupart ne sont plus trouvables puisqu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc en ce moment je suis en train d'étudier le traité d'hygiène qui est un texte sur l'interprétation des rêves dans le cadre de la médecine. Jusqu'à présent c'est intéressant mais je pense pas que je vais pouvoir le mettre en pratique dans le sens où c'est des descriptions un peu à l'ancienne où on parle, comment dire, il va dire si vous voyez des étoiles montantes pendant vos rêves ou si vous voyez des pluies avec un désert ou au contraire un paysage marécageux, c'est que vous avez tel type de déséquilibre. Je dis pas que c'est faux ou quoi que ce soit, je pense que c'est très basé sur son expérience et basé sur une science qui est très ancienne. Cependant, dans la pratique actuellement, je ne vais pas pouvoir vraiment le mettre en pratique. Mais je continue la lecture, ça n'empêche pas que c'est très intéressant. Voilà, un autre texte que j'ai hâte d'étudier aussi, c'est sur les régimes. Donc les régimes, puisque tout comme en Ayurveda, la médecine grecque considère qu'on est tous différents et qu'on a des besoins différents. Donc ça va être pareil, c'est très intéressant. Et je vais m'arrêter là pour les livres, puisqu'on est déjà à plus de 30 minutes. Combien ça fait de temps là que je parle? 37 minutes. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un livre puisqu'il n'était ni matériel ni numérique. C'est un livre audio que j'ai commencé il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Je l'écoute par tout petit bout en fait. Je l'écoute le matin en me préparant. Au lever, c'est agréable. C'est le livre Autobiographie d'un yogi. Ce livre est une autobiographie de Paramahansa Yogananda, je vais y arriver à le prononcer. C'est un Indien qui pratiquait donc le yoga, mais qui surtout parle dans ce livre jusqu'à présent, puisque le livre est très long, hein. Je crois qu'il y a 9 heures en tout d'écoute, j'en suis à 3h30, quelque chose comme ça. Mais c'est une personne qui a grandi en Inde et qui a toujours eu cette part de spiritualité en lui, qui cherchait un gourou. C'est sa quête en fait. Il cherche un gourou, il cherche son gourou. Et c'est vachement intéressant. Vous avez un film aussi qui a été fait suite à ce livre que j'avais vu il y a quelques années. Et là, j'ai eu envie de me plonger dans le livre parce que je trouve ça apaisant pour me lever le matin. Ça me met tout doucement en marche. Et j'aime beaucoup avoir ce côté... il parle des différentes expériences et différents sages qu'il a rencontrés dans sa vie. Et c'est très inspirant, et quand je vais le rappeler, mais c'est très apaisant en fait, parce que la mentalité indienne est très différente de la mentalité française. Et bon, il y a du bon comme du mauvais partout, mais c'est vrai que lui particulièrement a un caractère un peu résilient en fait. Il avait ce côté rebelle dans le sens où il a fugué de chez lui plusieurs fois pour essayer d'aller dans l'Himalaya pour trouver son gourou. Mais il a ce côté où il va tout donner pour la spiritualité en fait. Et je trouve ça très intéressant. Donc je pensais que c'était important de le mentionner quand même dans ce bilan lecture ou dans ce book haul, peu importe comment on va l'appeler. Et en plus, vous pouvez le trouver donc gratuitement sur YouTube. C'est comme ça que je l'écoute. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description. Voilà, c'était tout.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je pense que j'en ferai plus souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime énormément les livres. C'est pour moi une source d'information extraordinaire puisque actuellement apprendre ce que j'étudie c'est très compliqué en université, ça n'existe pas. Il y a très peu d'écoles, il y a très peu de gens qui forment à ça et du coup c'est par les livres que je passe pour l'instant. Mais si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, de découvrir des livres sur l'Ayurveda ou d'autres sujets. Et oui, je vous en ferai plus d'autres éventuellement, peut-être pas tout de suite parce que je vais pas lire 10 livres là dans le mois, mais peut-être dans les prochains mois, on verra. Sur tout ce, je vous souhaite une très bonne journée et dites-moi si vous avez des livres à recommander, si vous avez déjà lu certains livres que j'ai mentionnés et si vous avez comme toujours des suggestions pour d'autres vidéos qui vous intéresseraient. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.